renouvellement et de prestige. Donc je vous laisse lire. Si je peux, je sais. Vous voyez ce qu'il fait? Donc, travaux sur la structure et puis travaux à l'intérieur. Ça va? Donc, dans ces travaux, on trouve de la pierre, du sable, de la chaux, du bois, des lozes et des talaillots. Tout est amené par charroi à partir des carrières voisines ou des forêts. On a beaucoup de fours à chaux, des rafours, des fours à chaux qui sont à proximité, des moulins, dont certains sont équipés de scie pour scier la pierre. Ce tableau fait nettement apparaître les préoccupations d'Humbert VI, qui est en fait le châtelain de l'époque. Se prémunir contre l'adversaire en multipliant les tours, en les rehaussant, en renforçant aussi par un voûtement intérieur, et il facilite aussi, il crée l'escalier, alors je ne sais pas si vous voyez là-dessus ou pas, enfin il crée un escalier pour faciliter la rescousse. On a aussi la mise en place de réaux qui facilite pour la défense, et en cas de siège, eh bien, on fait un puits, on a une citerne, on a une étable, et puis une grange. Donc pour l'étable, pour assurer la nourriture, le lait, la viande, pardon, la grange pour assurer la nourriture pour le bétail, le puits et la citerne pour la réserve d'eau. De l'autre côté, on voit que le confort de la famille seigneuriale n'est pas oublié, donc on a des pièces qui sont séparées et chauffées, on a des enduits sur les murs, on a des fenêtres, des jardins et des vergers, et on se préoccupe de son prestige aussi, puisqu'on va remettre des plumes sur certains volumes, sur le signet d'apparat qui va être au niveau de son panache plus visuel. Alors là, vous ne voyez pas, mais à gauche, j'avais les dates. Et en fait, on a un trou pour l'année 1341 et l'année 1345. Et hop là. Non. Non. En 1341, nous n'avons pas de travaux, mais en fait, Béatrice de Savoie, l'épouse d'Humbert VI, est décédée. Donc ça peut expliquer. Et en 1345, on a eu la destruction de la vigne par ce qu'on a dans le texte, l'onaglio, c'est-à-dire le dégât, le désastre qui a été fait, la nuisance qui a été faite sur les vignes. Donc s'il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de ressources. S'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de travaux. Donc les activités diverses et multiples entraînent la présence de nombreux transporteurs. On a des charretons, des voituriers, qui utilisent les services des maréchaux ferrants pour entretenir les sabots. Et on a également un radelier sur la rivière d'Ain pour le transport. Les Lombards assurent la branche, je l'ai dit tout à l'heure. Et pour compléter le tableau de la vie sociale et économique, on a un chanteur, un messager, un espion, un prieur et un apothicaire. J'en viens à ma dernière partie pour la... Alors, je vais reprendre les deux. Je pense qu'il faut que tu enlèves le zoom, non? Je le remets en mode présentation. Peut-être que je vais juste... Bon, la vigne, donc, pour les seigneurs, en fait, la vigne, c'est aussi une question de prestige. Donc, c'est quelque chose d'important. Et c'est le cellérier qui va rendre compte de la vigne. La production de la vigne permet de répondre aux besoins en consommation en vin de la famille seigneuriale et de tous ceux qui travaillent pour lui, pour le seigneur. La production permet quand même de vendre une certaine partie de cette vigne. On a environ 6 000 litres qui sont vendus. Et la production, pour les années fastes, arrive à atteindre 20 000 litres. Je trouve que c'est quand même important. Donc il s'agit d'une vigne qui est cultivée sur un coteau à proximité du château. Et au cours de notre texte, on assiste aux différentes opérations qui sont à faire sur la vigne. Donc on sait que pour les travaux sur la vigne, pour la taille par exemple, c'est
reposer jusqu'au dimanche après la conversion de Saint-Paul qu'on peut le faire, donc jusqu'au 25 janvier. Après, c'est trop tard. Lorsqu'on veut faire du marcotage, on veut créer d'autres sets de reproduire, là on a aussi des techniques en fait à pratiquer avec la mise en benne, biner les petits sets qui commencent à biner les boutures, piocher les boutures de benne. Et si l'on continue, on voit aussi que les échalas, oui, c'est français les échalas ou c'est les échalas français. Les échalas, c'est les piquets de bois. Oui, les échalas. Les échalas sont piqués donc, le long des ceps pour assurer une meilleure ventilation et aussi une meilleure exposition au soleil. Si, échalas, c'est français, c'est Pesso qui est régional. Dans certaines régions, je ne sais pas comment. La vigne est protégée aussi, puisqu'on a des gardiens autour de la vigne, parce qu'il faut protéger contre les animaux et contre les voleurs. Lorsque le moment de la vendange arrive, tout est préparé pour accueillir et pour obtenir la plus grande quantité de vin. Donc il est fait référence aux soins apportés au bâtiment. On voit l'aération, on entretient la futaille, les fûts qui ne sont plus bons, qui ne peuvent plus être utilisés, on les évacue. Et ensuite on procède à la mise en fût et la mise en cave du vin. Le vin est de différentes qualités. Il peut tourner, à ce moment-là il y a du vinaigre, mais il peut être aussi du vin vieux, et meilleur encore, et ça on le voit au nombre de deniers qui sont dus en fonction du nombre d'années. Le vin est en fait la mesure du vin, c'est l'année, transporté par l'âne. Donc ça peut devenir du vin vieux, et puis certaines fois, lorsque le vin est prometteur, on le transporte dans la cave du père pour qu'il prenne encore un meilleur goût. Et il peut aussi avoir une qualité, lorsqu'il est trouble et chenu, là il vaut encore plus cher. Je ne suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Donc chenu, ça veut dire qu'il y a une petite fleur blanche sur le dessus. Donc, comme vous avez les têtes chenues, les cheveux blancs, le vin est chenu. Alors parfois on utilise le vin comme le règlement pour les honoraires. Ceux du célérier peuvent être, le célérier peut être payé en vin, le transporteur peut être payé en vin, l'architecte aussi peut être payé en vin. Au moment de la Grande Peste, on n'a plus de commerce sous les halles, sous la halle, donc à ce moment-là, on ne peut plus commercialiser son vin. Et le Seigneur, bon prince si on peut dire, pendant cette période qui est un Christ, eh bien, va distribuer son vin de façon gratuite à ceux qui dépendent de lui. Alors, en fait, sur le graphique, c'est simplement pour indiquer qu'au niveau de la vigne, les revenus sont très variables. Vous avez des années fastes, vous avez des années moins fastes, et vous avez des années où les revenus sont inférieurs aux recettes. Donc, la vigne est vraiment quelque chose qui est bon pour le prestige, mais pas forcément rentable. Ça peut l'être, mais pas toujours. Est-ce que tu appuies sur lire en haut au sommet, là, le petit triangle à droite, voilà celui-là, c'est vraiment normal. Merci. Donc là, c'est pour montrer l'influence de la Grande Peste. L'épidémie de la peste dans le texte est appelée la mortalité ou la pestilence. Et ça dévaste en fait les fiefs de Terre-Montagne. C'est le dimanche, elle a lieu le dimanche après Pentecôte de 1348. Enfin, on la voit dans nos textes à Pentecôte 1348. À ce moment-là, la halle, là où se fait le commerce, la halle est désertée, les gens s'en vont. Les marchands de bancs partent, et ce sont sans doute les premières victimes de la Grande Peste. Et ce sont peut-être aussi ceux qui véhiculent, puisqu'ils vont d'un marché à un autre. Donc on a la mortalité qui est évoquée, la peur des survivants. Lorsqu'il y a des travaux, il faut faire venir des gens qui ont accepté de venir malgré la situation. Il faut des troupes pour maintenir l'ordre aussi dans ces contextes difficiles, avec des maisons qui sont abandonnées.
il y a les autorités qui viennent faire des inspections, on a certains officiers qui meurent, et donc certains qui sont éloignés pour les protéger. Donc en fait, ça désorganise complètement l'administration, et en particulier les recettes. Donc là, c'est bien visible, 1347 sur 12 mois, on est à 1039, et en 1350, on a baissé, on a complètement perdu. Alors ensuite, vous avez les revenus aussi en Iowa, le châtel justement, et peint, où on voit des différences notables. Donc nos textes, voilà un échantillon. En fait, on n'a pas la même plume à travers les différents documents, hein, et on estime à peu près à 8 greffiers les personnes qui ont écrit. Donc ça, c'est un exemple qui permet de voir que vous avez l'introduction de Poncin. Là, je vous ai mis un autre exemple qui montre que vous avez au début les recettes. Et ensuite, là, vous avez les poules, la cire, les mises, les dépenses. Et ce niveau là, vous avez la toile, l'ordre de dépenses, les dépenses en poule et le bilan déduction faite. Vous avez dans vos documents. Donc, ça arrive à la langue. Une graphie est en train de se mettre en place. Il n'y a pas d'orthographe, ça n'existe pas. On n'est pas encore à l'époque de Vaugelas, où la langue est faite par la plus saine partie des auteurs du temps, par la plus saine partie de la cour. Donc, les personnes écrites, elles ont, en principe, enfin je pense que c'est à peu près sûr, une connaissance du latin. Elles écrivent surtout en latin. Et là, elles vont écrire dans la langue locale pour que les différentes parties puissent comprendre. Donc, une graphie qui se met en place, avec une grande variété. Pour l'équivalent de plus, on a des formes maïs, M-A-I-S, M-E-I-S, M-E-S. Magis, on peut s'attendre, si on reste plus proche de l'étymologie, à une forme en A, mais si on reste plus proche de la prononciation, on a plutôt des formes en E. Pardon? C'est pour plus. Pour plus. Oui, mais. Oui, c'est ça. Pour moins, mince, soit un I, soit un Y. Pour la moisson, on a également plusieurs formes. Et la forme qui est la plus variée, c'est dimanche. Alors on a le diominche avec un I, avec un Y, dominche avec un I au milieu entre le EIN, dommage avec che ou GE, GE, oui. Donc c'est varié. On a une particularité qui est le R à la finale. Donc, bon, j'ai bien entendu les discussions sur la graphie, il fallait se mettre d'accord. Ah oui, ben là, on est tous d'accord. On est tous d'accord, voilà. Donc, Saint-André, ER. Voilà, c'est bien attesté, Saint-André, ER. Amer d'Abrila, AMR, c'est aimé, ER. Le mois de février, ER. Et la fin, qui lui a fait bailler, donner, ER. En français aujourd'hui, chanter, pas de problème, ER. Et ça se prononce E. On remonte à un latin, cantare. Le R est étymologique dans chanter. Mais dans André, il n'est pas étymologique. Dans aimer, c'était Amatus, il n'est pas étymologique. Février, il est étymologique. Et bagner n'est pas étymologique. C'est là. FEV, R, et le signe devant, dessus, qui veut dire qu'en fait, il y a deux caractères à restituer, donc on est à FEV. C'est déjà février. Février. Ah, février. Il est en fait sans doute très probable que pour dire que le E se prononce E, eh bien, on n'a pas encore l'accent à cette époque-là. Donc le R est passé après, et on sait que là, ce E là, c'est pas empereur, et c'est bien André. Amer, c'est pareil, c'est pas ameux, mais c'est amé, parce qu'on a un R derrière, comme pour chanter. Donc le R à la finale, plus pour indiquer la couleur, le fait que le E qui précède est accentué. Le sens de l'italique, non,
Transcription. Le sens de la restitution. En fait, tout ce qui est dans les transcriptions, tout ce qui est caractères droits sont des caractères qui sont dans le texte. Tout ce qui est en italique, c'est la restitution. Donc c'est toi qui as deviné? Non, c'est moi qui ai deviné, c'est moi qui ai restitué, mais c'est très rare qu'au cours des 500 pages, on n'ait pas une forme complète. Oui, c'est par... Mais par fief, ça peut varier. Donc la cire, par exemple, dans certains endroits, on va avoir la scierie, et on l'a à peu près sur tous les... à l'intérieur du conte, alors que le conte suivant, qui est fait par un autre greffier, on va avoir la forme cire. Donc, en principe, j'essaie de ne pas traduire. Le but, c'est de rendre lisible aussi. Mais normalement, toutes les fois que c'est possible, je me base sur une forme que j'ai trouvée complète. Et c'est rare, en fait. Même PER, on le trouve en entier quelque part. Métairie, on le trouve en entier quelque part, mais on peut avoir très souvent, métière, c'est une unité de mesure, très souvent on a un M, mais un jour, un moment sur un folio, on trouve métairie. Donc je ne fais pas du roman. T à la finale. Autre vertu. Si je n'ai pas monté, donc là, c'est un an, ANT. On retrouve ANT. Là, c'est bizarre, un banc. Aujourd'hui, on écrit avec un C. Le four, avec un T. Ça n'a rien d'étymologique. On va dire que c'est du latin. Non, là, ça n'a rien d'étymologique. La tour, avec un T. Alors, celui-ci, je ne sais pas, je l'ai vu. Je ne me rappelle pas. C'est l'hiver, non? Ah oui, hiver, merci. C'est ça. Donc, IVERT. Et à mousse, voilà. À coussin. Et là, c'est la forme d'avant, de nom. Avec un T à la fin. Avant T, T latin normal. La grande, T latin normal. En 10, 2 te, même son source sonore, ça va. Mais le fait qu'on trouve le T à four, mousse, à tour, T, à langue, à nous, avant c'est mon pouce, un T, ça veut dire que mon T est en train, en fait, de changer ou d'indiquer que le R précédent est à prononcer. C'est pas juste un R qu'on n'entend pas, comme à la fin, de chanter ou d'amer. Voilà. Donc le et là, si je n'ai pas monté, je peux être tenté de dire que c'est Anne. Non, c'est en. J'étais donc devant, j'ai une nasale. Donc là, on a vu pour le R et pour le T. Oui, mais j'avais montré dessus que c'était du R, merci. On voit que pour le R et pour le T, on peut avoir la présence qui est due à l'étymologie, donc à la base latine, et puis on peut avoir aussi des formes qui sont dues à la volonté d'indiquer que la prononciation est différente. Dessus et pas ça. Donc là, on a dessus, 2 S. Dessus, un seul S. Pas ça, un S. Pas ça, 2 S. Majoritairement, on a des dessus, un seul S. Mais on a sur 300... Oui, mais ça c'est notre histoire. C'est l'origine des S avant, ils étaient longs en fait. Oui, non, mais ça c'est la partie. C'est la partie. Ouais. Ça c'est l'habitude, on faisait pas. Ce qui fait que certains noms de lieux sont passés. C'était Tuaillon qui lui racontait ça. Enfin, voilà. Donc le S peut être lu F, si on n'est pas un peu averti et si on fait de l'anachronisme. Le S final, qui est le symbole US. C'est ça. Vous le retrouvez Juste au-dessus de face à droite. Oui, Tanier. Tanier. Celui-ci. Mais à l'initiale et l'intervocalique, ça a tendance à ressembler au F. Mais ça, c'est du design en fait. Bon. Majorité de dessus, un seul S. Majorité de passa, 2 S. Et là, pour le coup, c'est étymologique. Dessus, un seul S. Des sous-pouces. Des sursous, pardon, latin. Passa, passata, latin, double S. Donc on voit qu'on est bien dans une langue qui est en train de se mettre en forme, mais
pour le coup, là, ça ne chiffonne pas. Écrire un solaire, ça ne sera jamais pris pour un Z. Bon, alors, oui. Oui, ben oui, c'est l'époque. Donc la graphie est en train de se mettre en place. Autre élément, le J. Le jeudi, varié, avec parfois le même qui peut écrire des formes différentes. Donc, dios, le jos du jour. Là aussi, le jeudi, un i. Logos, qui n'est pas renforcé, le dit avec un j. Le jos et josdi avec un j. Donc, forme où l'élément jour n'est pas mis, je l'ai dit, n'est pas mis, forme simple, jo ou jos. Forme où l'élément dit est placé après, comme en français aujourd'hui, en fait, jeudi, vendredi, samedi, ou yodi, où le son J écrit, ou le son ye écrit I, ce qui veut dire qu'à l'époque, il est aussi possible que notre J corresponde au phonème ye. Et puis le dios, donc on s'est cette fois placé devant. Donc variété graphique, mais aussi variété des formes. Autre élément qui est aussi un peu particulier, le H. H pour 1. Alors on en a, je ne sais plus, mais il y en a mis 1, HUN. Et on a aussi des UN. Alors particularité aussi que je précise, là on a 51 sol. Donc dans mon texte, c'est assez fréquent. L'accord du nom se fait avec le dernier élément de l'adjectif cardinal. C'est-à-dire, si vous avez 53 sous, là vous écrirez OUS. Si vous en avez 301, vous écrivez sol singulier. Ça s'accorde juste avec celui de l'autre. Pourquoi un H? À quoi peut servir le H? C'est bizarre. C'est pour pas confondre avec le C, le ou le V. Non. En français, 8, vous l'écrivez avec un H. L'écart de 8 notes, un octave, vous ne mettez pas de H. Un octogénaire, vous ne mettez pas de H. Des huîtres, vous mettez un H. Et faire de l'ostréiculture, mettez un O. Un autre, j'ai oublié. Les huîtres, le 8, l'huile et sont des oléagineux. Donc, en fait, à cette époque-là, il n'était pas si bizarre que ça. Notre H de huile est fait pour éviter que l'huile ne soit confondue avec ville. Quelque chose de ville, enfin une chose de ville. Notre H de huître est fait pour éviter la confusion avec la vitre. Et notre H de non-huître est fait pour éviter la confusion avec vie. Et donc, le H est là pour indiquer que le caractère, on n'avait pas des machines à écrire qui standardisaient de la graphie. On faisait un U, on faisait un V, c'était pas toujours. Alors certains faisaient le V avec une boucle par-dessous, il n'y avait pas d'ambiguïté. Parce qu'en latin, le V. Exactement. Oui, oui. Pompidou, Pompidum, enfin ça fait V. D'accord. Donc en fait, le H, au début du mot, est là pour indiquer que derrière, j'ai une voyelle et non pas de consonne. Donc pour 1, pour éviter la confusion avec le 20, par exemple, on met un H. Donc il y a des systèmes, il y a des qui permettent de lever l'ambiguïté. Bon, là je fais rapidement ce qui est intéressant en fait. C'est un tableau récapitulatif des formes. Donc en 1338, on a châtagne, ensuite on a chastagne, qui peut paraître une forme plus conservatrice, et puis on aura ensuite châtagne. Mais on sait déjà qu'en moyen français, le S est gardé alors qu'il n'est plus prononcé. Donc là, le fait qu'on ait cette forme-là atteste la réalité
envie de prononcer, et qu'ensuite on revient sur une graphie plutôt étymologique. La forme Chascon plus franco-provençal, la forme Bestores, le S là étymologique, et donc c'est histoire, et ensuite on arrive au forme pétoresse. En français, on fait des castagnets. Oui, Castagnet, effectivement. Mais alors Castagnet, pour le coup, en français, est plus récent. En italien, on l'a retenu. Et oui, en castagno. tout à fait. En italien, vous avez gardé. Alors qu'en français, effectivement, châtaigne, c'est la. C'est complexe. Oui, Non, c'est pas tout. encore un certain temps. Pour la fenêtre, des fenestrés, des choses comme ça. Mais, oui, donc châtaigne est la forme qui a évolué au cours du temps et qui a été utilisée, et castagnet est une forme qui a dû être créée depuis le XVIe, XVIIe siècle. C'est une reprise, en fait. Bon, je ne m'attarde pas sur l'accusatif, le cas sujet, cas régime. Voilà. Effectivement, en latin sica, en ancien franco-provençal, on a effectivement le cas sujet et cas régime sur l'article et sur substantif. Notre diames nostre CRS est sujet. Et on a un pluriel. Donc là aussi, par rapport à aujourd'hui, il faut penser qu'on a un S pluriel avec un verbe au singulier. C'est bon, on est bien en ancien franco-provençal, on a un cas sujet. Et on voit bien que là, on nous parle de Péremplaire, de Saint-Gémol, c'est la RER, on n'a pas de S. Là, on est avec le cas régime. Il faut que je m'arrête, hein, c'est ça? L'AMES n'a rien à voir avec le singulier ou le pluriel, c'est un cas régime. Alors, en fait, vous avez c'est la RER, c'est la RER. Oui, pour ceux qui connaissent, c'est bien, pour ceux qui connaissent pas. Oui, en ancien français, comme en ancien franco-provençal, vous avez le S pour le singulier, le nominatif singulier, et le S, en fait, on est croisé, et le S pour le pluriel régime. Et en franco-provençal, comme en français, en fait, la règle aujourd'hui, c'est d'utiliser les dérivés des cas régime. Parce qu'en fait, on utilise plus le cas régime, il y a plus de compléments dans nos phrases, globalement, que de cas sujet. Donc oui, en France, dans nos textes, on nous dit oui, bah, c'est du franco-provençal. Peut-être, oui, c'est du franco-provençal, parce qu'on a archi, parce qu'on a fargi, parce qu'on a orgi, mais qu'on a hostal, qu'on a par et bras. En français, une identité, arche, fabrique, forge, grange, et père et pré, et en espagnol, fabrica, arca, fabrica, hospital, bon, excusez pour ceux qui sont très au courant, très informés, en fait, on a une différence parce que cette consonne-là, qui est avant le A, au cours du temps, quand on articule, le que au début, K, c'est au fond, et après ça va passer à ch. Et pour prononcer ch, et bien on la prononce sur la partie dure du palais. K, c'est derrière, et ch, c'est devant. Et cette variété fait que, ensuite, la voyelle derrière évolue différemment. Pour les différents temps, on a des traits spécifiques. En français, vous allez prendre la clé. En espagnol, vous prenez la llave. En italien, vous prenez voilà. La pluie, d'accord? La lluvia en espagnol et la voilà. Clamer, proclamer, clamer un texte par exemple, déclamer, en espagnol, llamar. Et c'est semblable, déclamar. Oui, mais ici, clamer, appeler quelqu'un, donc on a comme ça on dit que c'est une langue différente parce qu'on s'appuie sur certains traitements phonétiques. Hier, à la dernière pilule, on avait vu qu'on avait 3 cas, hein, 3 types de verbes. Bon, dans nos textes, on en a 2. Effectivement, pour les verbes du premier groupe, acheter, mais décharger et fichier. Alors qu'en français aujourd'hui, on n'a qu'un seul cas. Alors, bon, je termine rapidement. En fait, dans ces textes, et là je dois les diapos à Fabio, l'intérêt lexical de ce texte, il est clair. D'une part, on a des nouvelles formes qui apparaissent. Il faut savoir que pour les textes franco-provençaux médiévaux, si vous regardez la littérature,